Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli ici. Donc, petite conférence d'introduction, on a choisi de vous parler de la conception du jumeau numérique des ponts. Je m'appelle Pierre Lepage, je suis chef de projet jumeau numérique au sein de SNCF Réseau et notre ambition est donc de représenter l'ensemble du système ferroviaire et plus précisément l'infrastructure dans un jumeau numérique. Alors, on va brièvement, je vais vous présenter pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'état des lieux actuel, où est-ce qu'on en est, et quel est le besoin en continuité numérique que nous avons, nous, au sein de notre entité. On va parler d'interopérabilité des systèmes d'information qui n'existent pas encore, tout du moins pas encore suffisamment, et tout cela dû à une forme de silotage des organisations et forcément des SI qui les gèrent. La réponse par l'intermédiaire d'un des premiers assets, d'un des premiers types d'assets que l'on a décidé de modéliser au sein d'un jumeau numérique, qui est le pont, l'ouvrage d'art. On verra comment on a décidé d'orienter ça par un cas d'usage très précis, qui est un premier cas, mais qui sera l'ouverture vers d'autres cas à l'avenir. Et puis, en guise de conclusion, une petite information sur un master qui vient de se lancer au sein de l'école des ponts, justement orienté sur les jumeaux numériques des infrastructures et des villes. Alors pourquoi? L'état des lieux. Voilà actuellement le cycle de vie actuel d'un actif ferroviaire. Donc ça part d'études de conception qui sont faites chez nous, d'études de faisabilité qui sont faites chez nous au sein de la SNCF, au sein de nos bureaux d'études. Ensuite, on passe à un DCE, dossier de consultation des entreprises. On interroge des entreprises qui répondent, une ou plusieurs répondent, font les travaux et rendent un DOE, dossier des ouvrages exécutés, qui se traduit encore par des piles de papier. Au mieux, ces piles de papier sont numérisées sur des clés USB, et puis ensuite ça rentre en exploitation avec un SI qu'il faut remplir à la main, et ce qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Avec, au cours de cette phase d'exploitation, un nouveau cycle de maintenance, puisqu'il faut savoir l'entretenir, cet asset, donc on fait de nouveau appel à des entreprises, et puis ça retourne ensuite dans un cycle de régénération ou un cycle de projet de modernisation, de reconfiguration de l'asset. Alors, on a imaginé une boucle, ça sort un petit peu du cas d'école général, et je crois que j'ai plus de micro aussi. Ça sort du cas d'école général, puisque d'habitude on représente ça avec une phase de destruction, de recyclage, et nous on ne détruit pas, puisque quand on construit c'est pour le plus longtemps possible, on régénère, on refait des travaux, on remodernise par-dessus. Voilà, c'est pour ça que vous avez une sorte de cycle comme ça qui se répète à l'infini. Alors, la discontinuité numérique de l'information, chez nous, c'est l'absence de continuité numérique dans le cycle de vie de la maquette de l'ouvrage. C'est-à-dire, une fois que la maquette a été faite, a été représentée par les entreprises qui nous construisent nos assets, eh bien, il faut de nouveau rentrer toutes ces informations-là dans nos SI. Il y a absence de lien aussi avec les bases de données donc de SNCF Réseau, et un impact forcément sur l'entrée en périmètre de maintenance et en périmètre d'exploitation. Ça engendre une perte de temps et un silotage entre les différentes entités, c'est-à-dire nos différents, j'ai mis PRI, c'est les pôles régionaux d'ingénierie, et les infrapôles qui sont chargés de la maintenance, et les différents technicentres, etc. Donc, un de nos soucis, c'est donc l'interopérabilité dans les systèmes d'information, puisque en ce moment, on s'aperçoit que
les systèmes d'information sont très très silotés entre eux en fonction des différents métiers qui constituent la création et l'entretien des systèmes, des infrastructures, que ce soit la voie, la signalisation, caténaire, etc. J'en passe. Et parmi ceux-là, il y en a un qui s'appelle les ouvrages d'art, et c'est eux qui ont, par eux, qu'on a commencé à plancher. Nous, ce qu'on veut, à terme, c'est que tout soit imbriqué et tout puisse coexister. Pour vous donner une sorte d'idée, une idée, c'est qu'en ce moment, on a un système d'information dédié à l'ouvrage d'art, et si on se réfère à ce système d'information, à chaque fois qu'on construit un ouvrage d'art, on ne peut pas faire rouler dessus. En fait, l'ouvrage d'art existe, il est là, il tient le choc, hein, je vous rassure, mais en gros, sa modélisation ne tient pas compte du fait qu'il va y avoir des caténaires qui vont être posés dessus, des voies qui vont être posées dessus, des systèmes télécoms qui vont être posés dessus, qu'il va y avoir des trains qui vont rouler dessus, etc., etc. Donc tout ça est complètement décorrélé, puisque, comme c'était marqué dans la slide précédente, eh bien, chacun fonctionne en silo. Alors, il y a quelques passerelles hein, dans les silos, mais ils ne sont pas très nombreux. Alors, la réponse à tout ça, eh bien, on est donc, comme je vous le disais, on est parti de là. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est en fait une représentation tout au long du cycle de vie de l'ouvrage, de sa naissance, même avant sa naissance d'ailleurs, de sa genèse, lors des études de conception, qui vont se faire sous format BIM. Ça commence à se faire, la culture commence à arriver, mais il faut encore du temps. Le DCE qui va tenir compte de la phase d'après, c'est-à-dire du DOE qui devient numérique, c'est-à-dire qu'en gros, la phase travaux va encore travailler sous format BIM, mais va émettre des fichiers au format IFC qui vont contenir une donnée architecturée à notre manière, de manière à ce que ça intègre les systèmes d'information futurs. Et ensuite, ça rentre en périmètre de maintenance avec un jumeau numérique. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que là, à partir du moment où on nous donne le DOE numérique, ça rentre aussitôt dans les bases de données patrimoniales. Et ce qui nous permet ensuite, grâce à des IoT adaptés, qui restent encore à construire, on va le voir, eh bien, on aura notre jumeau numérique. Ça, par exemple, puisqu'on passe par les ponts, voici ce qu'on a imaginé comme modélisation des ponts en général. Donc je ne vais pas vous faire le détail, je vous rassure. Mais là où on va revenir, je pense, pendant la table ronde, c'est que ça, c'est un pont chez nous, mais un pont chez nous, c'est un pont partout ailleurs. Et c'est parce que ça fonctionne toujours de la même manière. Ça fait passer des choses en dessous, ça fait passer des choses au-dessus, et que ce soit des voies ferrées, des routes ou tout ce que vous voulez, ça sera toujours la même chose. Et ça, notre ambition, on va en reparler, j'aimerais bien qu'on en reparle, ça serait de partager ça. Voilà. Alors, on va vous parler je vous ai parlé de l'IoT. On est en train d'essayer de... vous a pas échappé que notre infrastructure est une infrastructure très linéaire. Contrairement à une pièce qui est close, nous, elle est quasiment illimitée dans les deux directions. Et donc, à moins d'implanter des milliers d'IoT, qui va nous coûter extrêmement cher, qui va être très lourd à gérer, on est en train de travailler sur un système basé sur la fibre optique. Ce genre de choses, ça fait mal, et pas uniquement aux camions, mais aussi aux ponts. Imaginez seulement que le pont soit suffisamment endommagé pour mettre en danger les circulations ferroviaires. D'autant plus que dans la plupart des cas, la SNCF n'est même pas avertie de ce genre d'événement. Alors, aucune vérification n'est faite sur le pont. Alors qu'il existe 32 000 ponts ou rails en France, équipés chacun d'eux de capteurs dédiés, coûterait une fortune. Alors on a eu l'idée d'utiliser la fibre optique. Parce que la fibre optique peut en fait détecter tout un tas de vibrations le long de la voie et de trouver l'emplacement de chacune de ces vibrations. La bonne nouvelle est que la majorité des lignes ferroviaires en France sont déjà équipées de fibres optiques. Elles sont utilisées pour la télécommunication. Le principe est de connecter un ordinateur à chaque section de fibre optique. Chaque section mesurant à peu près 40 km. Cet ordinateur, qu'on appelle un DAS,
aura la charge d'analyser chaque vibration et de trouver l'emplacement de cette vibration qui est captée. Avec ce système, si un camion heurte un pont, ces vibrations seront captées par la fibre optique et ensuite transmises vers l'ordinateur DAS. Et le DAS analyse ce signal et génère une alerte avec la localisation exacte de cet événement. Parallèlement à cela, on associe à chaque vibration détectée une base de données descriptive du pont. Parce qu'en fait, chaque pont va répercuter les vibrations d'une manière différente en fonction de sa structure. Donc il est important de connaître comment est constitué le pont. En conclusion, avec des données descriptives comme le modèle BIM et des capteurs IoT, dans notre cas c'est des fibres optiques, c'est le début d'un jumeau numérique des ponts. Voilà. Donc, vous imaginez bien que quand on est capable de reconnaître des vibrations qui caractérisent un choc avec un pont, on est capable aussi de reconnaître d'autres chocs, d'autres genres de vibrations. Et donc, on peut par exemple analyser, on a une trentaine de cas, comme par exemple les chutes de rochers sur les voies. On peut aller jusqu'à détecter les pas d'un homme le long de la voie. Et donc détecter les intrusions le long des voies. On peut suivre les trains en temps réel. On peut compter les voitures qui traversent un passage à niveau, par exemple, ce qui nous aide ensuite à caractériser les équipements qui sont nécessaires pour équiper le passage à niveau. On est capable de détecter les rails cassés, qui est un élément de sécurité fondamental chez nous. Bref, on en est juste au tout début, mais on va utiliser cette technologie de fibre optique et de DAS, sachant que, donc, vous avez bien compris que cette fibre, elle est déjà répandue le long des voies, donc on n'a pas besoin de la déployer, elle est déjà là. Maintenant, on a pour conclure ma petite intervention, je voudrais juste vous parler d'un master qui est en cours la deuxième promotion est en train de se terminer. Je vous le dis parce que j'en fais partie. Donc c'est un master initié par quatre grandes écoles européennes, donc Ponts et Chaussées, Polytechnique Madrid, Polytechnique Budapest et les facultés techniques d'Istanbul, et qui est supporté aussi par des entreprises de tout genre, dont une filiale de chez nous, Altametris. Ce master, son intitulé, c'est le jumeau numérique des infrastructures et des villes. Donc on est en plein temps. Voilà. Donc alors tout est en anglais, c'est pour ça que la slide, j'ai pas changé, c'est aussi en anglais. Cette année, on est donc 23 étudiants à avoir survécu encore, et avec 20 nationalités différentes qui sont représentées partout dans le monde. Hein. Ça va de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud. Et les admissions sont ouvertes pour la troisième session. Voilà. Donc je vous laisse. En gros, il y a beaucoup d'apprentissage, certes théorique, mais aussi de l'application via un projet. Et en gros, je vous donne en mille. Le projet que je vous ai présenté, c'est mon projet académique. Voilà. Et donc, je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous voulez, il y a des questions supplémentaires, eh bien, vous pouvez toujours m'adresser un mail si vous voulez. Et si vous voulez des informations sur le master, eh bien, vous avez le site internet qui s'affiche là. Je vais vous laisser pendant quelques petites secondes si c'est possible. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez oublié quelque chose, monsieur Collège? Vous avez oublié quelque chose? Le jingle. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite à vous asseoir. Bien, merci à tous d'être présents. On va commencer le tour des questions. Première question. Vous savez très bien, quand on parle modélisation du territoire, on parle de 3D, de jumeaux numériques, des données qui les constituent. Cela paraît très technique. D'ailleurs, c'est dommage parce que ça enlève du public, et finalement, c'est pas si technique.
Quand on parle aussi de planification territoriale, on parle du coup plutôt investissement public, et là ce sont des sujets qui sont très politiques. Or, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, la question qui se pose, c'est qu'apportent d'après vous les jumeaux numériques de territoire pour les politiques publiques dans les territoires? Comment ils aident justement à faire que ces deux catégories d'informations communiquent? À qui je donne la parole? Madame Nouvelle? Madame Nouvelle. Merci. Alors, je vais prendre la parole aujourd'hui auprès de vous. Alors, hier, c'était en tant que présidente de la mission, mais je vais prendre la parole déjà en tant que vice-présidente du département pour rebondir sur les propos des SNCF Réseau, puisqu'effectivement, nous avons aussi des ponts dans la Manche. Et je préside la commission qui gère les infrastructures routières. Et en fait, vous voyez, cette problématique des ponts, des ouvrages d'art, c'est quelque chose qui est très prégnant au niveau des départements. Hein. On a, en plus, dans la Manche, 8000 km de routes départementales, c'est le plus gros réseau de routes départementales le français. Et en fait, je rebondis par rapport à vos propos. Vous avez toutes les données avec effectivement donc, ce jumeau qui vous permet d'enregistrer les vibrations liées par exemple à la collision d'un poids lourd qui passe sous un de vos ponts sans avoir bien appréhendé la hauteur. Quand il y a un événement de ce type, eh bien en fait, moi au niveau du département, je reçois des informations sur la collision. Je sais quel véhicule c'était, comment ça s'est produit. Parce qu'en fait, soit il y a eu intervention des sapeurs-pompiers, donc c'est comptabilisé en intervention, parce qu'en principe, le chauffeur n'est pas en super bon état quand ça se produit, hein, il y a eu au moins une grande frayeur, donc j'ai intervention des sapeurs-pompiers. Donc ça, vous voyez, c'est fléché, je sais, j'ai un logiciel qui m'enregistre l'heure, l'intervention, ce qui s'est passé. Et puis ça remonte aussi au niveau des services des routes pour en fait nous permettre de tenir en fait un répertoire de tout ce qui se passe sur nos routes de façon à pouvoir voir quels sont les tronçons de routes départementales sur lesquels on peut avoir des problèmes de sécurité. Et c'est comme ça, vous voyez, qu'on décide par exemple la mise en place de bandes multifonctions, d'un rond-point, etc. C'est en se nourrissant de ces retours. Donc quand je vois ce que vous développez, c'est que vous avez fait un appel à la coopération. Vous voyez, je me dis très simplement, déjà, on peut coupler nos données de façon à ce que vous, quand vous avez identifié une vibration et que vous avez pu la caractériser un petit peu par rapport à un événement, nous, en fait, on peut confirmer l'événement, déjà, avec ces données-là. Puis, vous voyez, de donner aussi une récurrence de ce genre d'événement, parce que là, ça a percuté le pont, mais il y a aussi des fois où la personne a freiné un petit peu avant, et puis elle a été détournée, mais on a aussi été appelé, parce que faire tourner un smearboard à ces endroits-là, parfois, c'est pas facile. Donc, en fait, on est capable aussi de vous donner une occurrence de difficultés liées à ces événements. Et il y a aussi une question, c'est que vous avez dit ce qui passe dessus, dessous, et on a aussi, je pense que vous aussi, des problématiques où ce qui passe dessous, en ce moment, c'est aussi de l'eau, parfois en quantité extrêmement importante, et qui fait que, pas plus tard que l'année dernière, on a perdu 3 ponts dans la Manche en un orage. Donc, à cause d'une crue. Et vous voyez, je pense que ça, c'est pareil en termes de prévention de risque. On a des éléments et des enregistrements de hauteur d'eau qui peuvent en fait nous alimenter. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on parle effectivement de quelque chose, vous l'avez dit, qui peut paraître très abstrait, un jumeau, des données très techniques, mais en fait très vite en dialoguant ensemble, on peut y rattacher des événements de la vie de tous les jours qui vont permettre d'enrichir en fait le modèle et d'être de plus en plus performant dans nos interventions. C'est une première coopération que je voulais livrer. Et puis, peut-être je vous en livrerai une autre plus tard, ou maintenant, qu'est-ce que vous préférez? On la garde pour plusieurs, mais je voulais rebondir sur les propos des SNCF Réseau, parce que je trouve que là, vous ouvrez la porte de coopération extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Qui veut rebondir sur Madame Nouvelle? Je me permets, madame.
En fait, merci déjà de répondre aussi favorablement. J'en apprends et je pense qu'à l'avenir, je vais prendre la balle au pont. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est un premier cas d'usage. On ouvre juste les portes chez nous et que ce qu'on veut faire à l'avenir, c'est chaque pont a une vibration qui lui est propre, qui est ou pas événement. D'accord ? Et à partir du moment où un pont se détériore, soit suite à sa propre usure, soit suite à des chocs, à des événements, quels qu'ils soient, on sait que ces vibrations changent. Et donc, le but ultime serait de passer ça dans une intelligence artificielle, de manière à présumer les dates d'intervention où il va falloir vraiment faire quelque chose sur le pont. Voilà, donc là on est dans le cas du camion sur le pont, on va dire c'est assez trivial comme cas, mais on va le cranter à l'avenir et on a des recherches qui sont déjà commencées, notamment avec l'Université de Troyes, sur l'analyse des signaux optiques. Voilà, suite à ça. Mais je retiens ce que vous venez de me dire. Okay. Qui veut prendre la parole? Écoutez, pour rebondir sur la question que vous posiez directement, à savoir le rôle des jumeaux numériques, moi j'aime beaucoup la thématique de l'événement parce qu'effectivement, collaborer les jours d'avant pour anticiper les jours d'après, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, au Québec comme ailleurs, nous sommes devant les mêmes défis. Comment pouvons-nous maintenant repenser nos façons de gouverner, de prendre nos décisions dans le contexte où nous sommes actuellement? Et ça passe nécessairement par une nouvelle collaboration, de nouveaux dialogues qu'on doit établir, comme vous venez d'en faire l'exemple ici. C'est flagrant, et nous au Québec, on a la même réalité, c'est-à-dire que entre ministères, entre organismes, je vous parle pas de la dynamique entre les dynamiques et les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrages publics, il y a énormément de travail à faire pour établir un minimum de confiance. Parce que nous, c'est le constat qu'on fait, c'est qu'il faut, si on veut collaborer avec quelqu'un, il faut se faire confiance. Et à la base, cette confiance-là, souvent, en tout cas dans notre cas, elle n'existe pas. Surtout entre les donneurs d'ouvrages et les entrepreneurs, qui sont malheureusement, nous au Québec, on a vécu ce qu'on a appelé la commission Charbonneau, donc une grande commission d'enquête pour dénoncer toute la collusion qu'il y avait dans l'industrie de la construction à une certaine époque. La conséquence de cette commission-là, ça a fait en sorte qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup de donneurs d'ouvrages publics, les entrepreneurs sont perçus comme des gens qui veulent toujours être en demande de changement, toujours en avoir beaucoup plus, et donc il n'y a pas de confiance. Et maintenant, on est dans un processus de judiciarisation de l'industrie de la construction, parce que maintenant, c'est les avocats que ça prend plus que les travailleurs pour pouvoir répondre aux contrats publics, parce que c'est devenu d'une complexité sans nom, avec toute la judiciarisation qui est en train de se faire. Donc, ça pour dire que pour moi, les jumeaux numériques sont une façon d'organiser la collaboration, de la faire vivre, faire en sorte qu'on puisse accéder aux données, mais surtout, ce qu'il faut réussir à faire ensemble, c'est de sortir ça d'un discours technocentriste. Il faut sortir du discours technocratique et faire en sorte qu'on cesse de voir ça, particulièrement quand on parle du BIM au Québec. Nous, au Québec, on n'est pas encore à parler du jumeau numérique, on parle de BIM essentiellement avec la feuille de route que nous avons. Mais la réalité, c'est que c'est encore beaucoup perçu, ce discours-là, comme un discours technologique. Donc, puis, au Québec, en tout cas, les technologies, actuellement, ils n'ont pas la cote. Surtout au niveau des décideurs publics, pour toutes sortes de bonnes raisons. Actuellement, il y a une commission d'enquête, une nouvelle commission d'enquête en cours pour un dépassement de coûts de projet. Au Québec, on a fait un projet de gestion des permis de conduire. Et là, il y a un dépassement de coûts de projet de 500 millions de dollars. Pour un coût de projet, on parle de 1,3 milliard de dollars pour gérer les permis de conduire au Québec. Là. Comprenez-vous dans quelle aberration nous sommes rendus? Et là, ce qu'on vit présentement, c'est évidemment ce genre de situation-là fait en sorte que c'est un frein majeur à l'innovation, un frein majeur au niveau des décideurs publics qui ne veulent plus faire de projets de technologie. Parce qu'évidemment, ils sont en risque, ils vont se ramasser dans le journal, ils vont être... Bon, tout ce qui est associé négatif à cela. Donc, il ne faut surtout pas amener le discours en disant on va faire du BIM, donc on va faire plus de techno, on va faire des jumeaux numériques, on va faire plus de technique. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment parler, comme on a la thématique de cet événement-ci, parler comment nous pouvons être plus efficients ensemble, en partageant la donnée, en la circulant les uns avec les autres, de façon plus optimale. Et effectivement, je pense que pour sortir de cette vision technocentrée,
Il faut raccrocher, à mon avis, des choses sur le quotidien des gens, sur la politique publique. Et alors, comment faire pour faire prendre conscience justement que le jumeau numérique et toutes les données qui vont autour, ce n'est pas des objets techniques, mais vraiment des objets politiques. Est-ce que Mme Lagneau ou Claude Pénican? Merci pour votre question. Je vais simplement d'abord me présenter et présenter le BRGM. Donc le Bureau des recherches géologiques et minières, c'est le service géologique national qui a pour objet, et depuis longtemps, de récolter, qualifier et mettre à disposition l'ensemble des données du sous-sol. Alors d'abord, on se demande pourquoi on fait ça. Alors historiquement, si l'État, et en accompagnement de la politique publique, a souhaité connaître son sous-sol, c'est pour mieux l'exploiter. C'est en accompagnement de l'ère industrielle et du développement de l'ère industrielle. Aujourd'hui, nous sommes un établissement de recherche et d'expertise et nous adressons un grand nombre d'enjeux liés au sol et au sous-sol qui sont des enjeux des politiques publiques. Le premier d'entre eux, les risques liés au sol et au sous-sol, les risques étant exacerbés par un contexte de changement climatique. On peut penser au retrait-gonflement des argiles, on peut penser à la question du trait de côte, on peut penser au mouvement de terrain. Tous ces sujets-là exigent de la connaissance et de la science pour être compris et pour prendre des décisions éclairées. D'autres sujets liés au sous-sol, ce sont par exemple les eaux souterraines et la gestion des eaux souterraines. C'est 2/3 de notre eau potable en France et on sait que là aussi le contexte de changement climatique a un impact sur cette ressource et il est nécessaire de la connaître. C'est aussi les enjeux de la transition énergétique. La géothermie, le stockage de CO2 sont des sujets qui concernent le sous-sol et qui sont des solutions pour faire face à la transition. C'est aussi bien sûr le sujet des ressources minérales. Nécessaires pour faire face à la transition écologique et numérique. On a besoin de nouvelles ressources et on a besoin d'aller les chercher ailleurs, ici aussi, pour des questions de souveraineté. C'est la raison pour laquelle on relance un grand inventaire de ressources minérales sur le sous-sol national pour connaître nos ressources et peut-être demain les exploiter. Tout ça sont des sujets de politique publique. Et ce qu'il y a de particulier dans le sous-sol, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la connaissance du sous-sol hors de la science, hors de la technique, hors de la technologie. Il n'y a pas un accès immédiat par nos sens, on ne peut pas avoir un avis sur ce qu'il y a sous nos pieds. C'est nécessairement le truchement de la science qui nous y donne accès. C'est ce qui nous donne un rôle particulier en appui aux politiques publiques et dans le dialogue entre la science et les politiques publiques. Alors quel est le rapport avec les jumeaux numériques aujourd'hui ? J'ai coutume de dire que la science du BRGM, c'est d'abord une science de terrain. Et depuis toujours, les premières cartes géologiques ont été faites au XIXe siècle par des gens qui allaient du Frénois et du Beaumont, qui sont allés arpenter la France et qui sont allés faire des observations, mais qui sont allés sur le terrain. Et à partir de ce terrain, on recueillit des données à partir desquelles ils ont fait des modèles, puisque la connaissance, comme je vous l'ai dit, du sous-sol, c'est nécessairement une vision de scientifique. Et vraiment, ce triptyque terrain, data, modèle est pour moi la quintessence de ce que doit être le jumeau numérique. C'est vraiment ce dialogue entre les trois qui rend pertinent les modèles que l'on peut créer aujourd'hui au XXIe siècle avec des jumeaux numériques. C'est presque l'apogée de cette science que nous menons depuis plus de 2 siècles. Mais plus que ça, je vais reprendre pour ça la définition qu'utilise la NASA du jumeau numérique en disant c'est le what, donc cette connaissance, mais c'est aussi le what next, c'est-à-dire comment, à partir de cette connaissance, on a une vision dynamique d'un système, pour nous de système souterrain, mais d'un système en tout cas, pour prédire, pour faire de la prédiction. Et nous, on est très attendus dans cette dimension, sur la question de l'eau, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. C'est quoi l'état des nappes phréatiques dans 50 ans, dans 100 ans, dans des modèles climatiques? Donc c'est le what next. Et what if, bien sûr, c'est-à-dire ces modèles numériques, ces jumeaux numériques nous permettent de faire des scénarios extrêmes, et on sait qu'on va faire face à des extrêmes, et de prédire, mais là aussi dans des cas pour estimer les risques, ce qui va se passer sur notre sol, notre sous-sol, et évidemment l'impact sur les infrastructures en surface. Et ça change tout. Et ça change tout dans la nature du dialogue qu'on a avec la puissance publique et pour éclairer la décision publique, de pouvoir être dans ce what next et ce what if. Et ça me semble donc du coup indispensable. Je pourrais développer des exemples, si vous voulez, de jumeaux numériques sur lesquels nous avons travaillé et nous travaillons au BRGM, qui sont nécessairement des jumeaux numériques sur des enjeux précis de territoire, qui adressent certains enjeux, l'eau, les risques.
Mais je vais peut-être passer la parole à l'IGN avant qu'on aille dans les projets plus concrets. On va remonter la surface pour voir. Oui, merci d'enregistrer dans le même sens que Catherine Nalio. Effectivement, on a commencé cette session en parlant beaucoup de jumeaux numériques, d'infrastructures, d'objets physiques qui ont le mérite, quand on en fait une copie numérique, d'avoir un lien intime avec cette copie numérique, parce que c'est souvent le plan qui a servi à construire cette infrastructure qui sert de modèle numérique à l'infrastructure. Quand on veut élargir un peu le champ et qu'on veut inclure le territoire qui inclut ces infrastructures, la difficulté est plus grande parce qu'on n'a pas de plan à l'avance de ce que c'est le territoire et le fonctionnement. Aujourd'hui, face aux grands enjeux de politique publique, la transition énergétique, la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, même la transition agroalimentaire, on est face à des questions extrêmement complexes qui nécessitent non seulement d'avoir une bonne connaissance du territoire, on a la chance en géographie de pouvoir un peu plus facilement accéder au territoire en sous-sol, mais aussi de comprendre leur dynamique. Il ne sert pas simplement de voir physiquement quel est l'état à l'instant T, mais comprendre la dynamique, pouvoir se projeter sur comment cette dynamique va évoluer dans le futur, comment elle peut évoluer sous l'impact d'un certain nombre de décisions qui pourraient être prises, si je prends des décisions d'aménagement particulier, si je prends des décisions de régulation de certaines pratiques, comment ça va influer sur l'évolution pour aider le décideur, non pas à lui donner la solution, mais au moins l'orienter, lui aider à mesurer dans quel sens se jouent les décisions qu'il est susceptible de prendre. Et pour ça, là aussi, même si on peut accéder sur le territoire à la connaissance par l'observation plus directe, il y a un besoin de modèle, il y a un besoin de simulation. Pour moi, l'enjeu des jumeaux, c'est à la fois cet enjeu d'agrégation d'informations, de partage de données qui a été déjà évoqué, mais c'est aussi cette capacité à l'agréger dans une forme qui va permettre de supporter la simulation pour aider à traduire, à faire parler cette data d'une forme particulière. Et c'est ça un peu l'enjeu du jumeau, c'est de faire parler les données, leur faire dire ce qu'elles disent muettement, mais sans qu'on arrive à le comprendre, en les faisant jouer des scénarios sur leur comportement dans la durée. Alors, on a vu qu'il y avait un grand nombre de données qui sont produites, qui sont intégrées dans les jumeaux. Il y a éventuellement des données qui sont produites par différents acteurs. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est la question de l'interopérabilité. Comment est-ce qu'on organise, c'est un mot qu'on a beaucoup vu ce matin, l'interopérabilité, mais comment est-ce qu'on organise cette interopérabilité? Comment s'y prendre, en fait, pour que les acteurs produisent des données interopérables? On a parlé aussi de coordination des acteurs. Comment est-ce que vous voyez, en fait, ces problématiques-là et quelles sont les pistes de solutions, et éventuellement avec quelques exemples que vous pouvez citer? Mais écoutez, si vous me permettez, comme j'ai le micro, je vous passerai le micro à mes collègues tout de suite après. Donc peut-être dire quelques mots sur qui on est, l'Institut de gouvernance numérique, puisque effectivement, je trouve important de vous le communiquer. Nous, on est un organisme à but non lucratif qui est au Québec, qui est mandaté par les donneurs d'ouvrages publics dans le cadre de la feuille de route gouvernementale sur le BIM pour particulièrement s'occuper de l'adhésion. Donc nous, notre travail, c'est de rencontrer les différents partenaires. On en a rencontré une centaine dans les 2-3 dernières années, les écouter sur une base individuelle, entendre c'est quoi les préoccupations, c'est quoi les enjeux, surtout c'est quoi les moyens qu'on devrait mettre en place pour aider à faire en sorte que l'industrie, que les donneurs d'ouvrages publics embarquent dans la dynamique du BIM. Parce qu'il y a évidemment une grande différence, parce qu'on peut faire du BIM avec les grands joueurs, parce que les grands joueurs sont tous là, mais la réalité de la vie, c'est qu'il y a encore beaucoup de petites entreprises. Au Québec, il y a 28 000 entreprises de la construction. Il y a 85% des 28 000 entreprises qui ont moins de 5 employés. Donc, pas besoin de vous dire que le BIM, les jumeaux numériques, pour ces entreprises-là, on est très, très loin. Donc, il y a vraiment un défi au niveau du développement économique au Québec, s'assurer que ces gens-là puissent prendre le train et s'assurer... embarquer dans la transformation numérique et optimiser leur productivité, parce qu'on a un gros déficit de productivité dans notre industrie, parce que notre industrie est encore avec des méthodes qui sont très archaïques. Donc nous, notre travail, c'est d'écouter, d'entendre et de recommander les meilleures stratégies pour assurer cette adhésion-là. Donc pour rebondir sur ce que vous dites au niveau de l'interopérabilité, c'est un enjeu crucial dans lequel il y a une responsabilité gouvernementale qui est, à mon avis, très importante. La mise en place de normes, de standards, quand on parle de BIM, on parle d'Open BIM, on parle de normes qui vont faire en sorte de rompre la dépendance qu'on fait quand on achète un produit logiciel propriétaire. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'on se rend prisonnier pour 20, 30, 40, 50 ans pour la vie. On va devenir prisonnier de cette technologie-là parce que
À partir du moment où on gère un actif public, on ne peut pas se permettre d'avoir un risque associé à la propriété d'un logiciel comme quelconque. Donc la notion d'interopérabilité, elle est intimement liée à justement travailler avec des normes internationales de partage, d'open qui permettent effectivement cette pérennité dans la donnée-là. Mais je me permets d'ajouter un élément qui, pour moi, est très, très important. Je référais récemment tout à l'heure. Je vous disais un peu la dynamique à laquelle on se retrouve au Québec actuellement dans la perception qu'on a au niveau des technologies de l'information. Puis je vous dirais, à ma lecture aujourd'hui, information, informatique, construction, même combat. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la façon que les gouvernements ont d'acheter et de contracter, on n'a pas évolué encore suffisamment dans notre façon d'acheter. On se retrouve dans des situations dans lesquelles actuellement au Québec, ça sort de partout présentement. Il y a une pression de plus en plus grande à cause des coûts de projet qui sont complètement hors de contrôle. Et je peux vous donner quelques exemples. Changer une lumière de signalisation au Québec. Une seule lumière, on parle de 1 million de dollars pour changer une lumière. Pourquoi ça coûte 1 million de dollars? Parce que c'est pas vrai, parce que est-ce que c'est l'entrepreneur qui se met 900 000 $ dans les poches? Ben non. C'est parce qu'il y a tellement de normes, de réglementations qui font en sorte que ça prend des contrôles de sol, il y a un paquet d'études, d'étapes qui sont requises et nécessaires en vertu de la réglementation, qui fait qu'aujourd'hui, changer une lumière coûte 1 million. On fait un aréna, une petite municipalité à Sept-Îles au Québec, un aréna de 1000 places, c'est-à-dire de une place, 1200 personnes assises, un projet qui devrait coûter 15 millions. On va donner le contrat à 78 millions à une firme. Comprenez-vous, on est rendu à payer 5, 6, 7 fois les prix normalement qu'on devrait s'attendre de payer comme payeur de taxes. Donc, le modèle actuel d'acquisition, la façon dont on contracte, ne fonctionne plus. Donc, moi, je le dis, je le répète, qui veut bien nous entendre, puis je vous le dis ici, cet enjeu-là, dans la façon dont on contracte, on doit repenser notre façon de faire. Et vous voyez tout à l'heure, on a des pistes de solutions. Au Québec, on vient d'adopter des lois pour parler maintenant de réalisation de projets intégrés, de RPI, de mode collaboratif, qui vont permettre, dès le départ d'un projet, de partager, de dire au promoteur, voici mon besoin. Peux-tu m'aider à concevoir le meilleur projet d'infrastructure qui va nous assurer qu'on va pouvoir l'entretenir ensemble, construire ensemble? Et c'est là tout le défi, parce qu'on ne peut plus penser que les payeurs de taxes, que les fonds publics vont pouvoir supporter la croissance des coûts qu'on vit actuellement. Ce n'est pas possible. Moi, je suis grand-père, j'ai 4 petits-enfants. Et c'est pas possible de penser qu'on va pouvoir contenir, à maintenir nos actifs. Alors, on a un déficit d'entretien d'actifs au Québec actuellement d'autour de 50 milliards de déficit d'entretien d'actifs. Et on a des projets annoncés dans les 2 plans québécois d'infrastructure autour de 360 milliards de dollars. Et ça compte même pas les projets dans le secteur privé. Il n'y a personne qui pense actuellement qu'on va pouvoir réussir à relever de tels défis en ne changeant rien sur nos façons de faire. Donc, pour vous, la clé, ce serait effectivement, comme ce qu'on fait aujourd'hui, de se réunir tous autour de la table. C'est ce que vous faites déjà à votre niveau. C'est-à-dire que vous êtes un peu l'atout information, sensibilisation de votre territoire. C'est comme ça que vous avez été présenté tout à l'heure dans la vidéo. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'avec ce séminaire aujourd'hui, on tente de faire. C'est-à-dire que là, on a la chance d'avoir des grands noms de l'information géographique de la France. Et c'est toujours intéressant de les avoir ensemble. Mais c'est vrai qu'au quotidien, chacun est obligé, je pense, de travailler dans son propre écosystème. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de justement, alors on dit casser les silos, mais il faut casser les écosystèmes qu'on s'est tous, en fait, construits au fur et à mesure de ces années. Moi, je me disais tout à l'heure que c'est vrai que ça fait 30 ans que je suis dans les SIG, on avait un peu le même discours il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est très bien parce qu'on parle. Mais à l'époque, c'était difficile déjà de se mettre autour d'une table entre acteurs de l'information géographique, avec Hervé, Abou, etc. On peut le faire aujourd'hui. Maintenant, c'est intéressant justement d'avoir votre réponse en termes de gouvernance. Quelles sont les clés en termes de gouvernance? Vous avez des expériences qui sont énormes en métier, hein, j'entends. Bon, ici, les pouvoirs publics sont représentés en France que par Madame Nouvelle, mais en fait, la clé, c'est que le privé et le public communiquent et qu'on puisse avoir un même vocabulaire. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que c'est pas trop tard? C'est ma question. Je pense que la première clé, c'est une série de clés à mon avis. La première clé, c'est l'architecture des données. C'est comment est-ce qu'on fait pour décrire
un bâtiment, une route, un pont, puisque je parle beaucoup des ponts. Voilà. Je veux juste vous donner un exemple, moi, de mon côté. En ce moment, tout ça, tout ce jumeau numérique est en train de grouillonner un peu partout en Europe, hein, dans le monde, mais plus spécifiquement en Europe, on est tous européens. Et pour vous dire, par exemple, l'université de la Bundeswehr a fait sa modélisation. L'Italie, suite à l'effondrement du pont de Gênes, a fait 40 ponts avec sa propre modélisation. L'Espagne a fait à Madrid ses ponts, à Barcelone ses ponts avec une autre modélisation, et à Séville encore des ponts avec encore une autre modélisation. L'OTAN a demandé à la Slovénie de faire la modélisation de 2 ponts stratégiques qui vont vers l'Ukraine avec ses propres normes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tout le monde fait sa propre modélisation. Et je n'ai même pas besoin de parier que ces modélisations entre elles ne se parlent pas. Donc là, on est en train de construire. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'une tour de Babel. Alors, on est en plein dedans là. À un moment donné, il va falloir juste prendre une modélisation, dire voilà, c'est celle-là qu'on prend. Et puis les autres. Alors, plus on va attendre, plus il va y avoir encore d'autres qui vont travailler dessus et qui vont se dire oui, mais c'est la mienne qui est la meilleure. Donc, quelle solution? Il faut en choisir une. Et puis, il faut en choisir une. Hein, et puis dire, c'est celle-là qu'on applique maintenant. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis venu avec une modélisation que je vous ai montrée. Celle-là, on est capable de la partager. Voilà. On ne la modèle pas, on la donne. Pourquoi on dit ça? C'est pas par altruisme, hein, c'est notre intérêt. C'est que un pont, ça s'inscrit dans un territoire, d'accord? Ça utilise, pour exister, ça utilise la géologie, puisque ça a des fondations. Ça utilise donc des recherches, des jumeaux numériques ou des données qui viennent d'autres institutions, et c'est financé par les pouvoirs publics. Et donc, vous voyez, le pont, là, il nous relie tous, là, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc, à un moment donné, ça commence comme ça. Et une fois qu'on aura mis le pied là-dedans, je crois qu'on aura déjà fait un gros progrès. Alors, c'est vrai pour les ponts, les routes, les voies de chemin de fer, les lignes haute tension, les tout à l'égout, tous les réseaux. Hein, c'est exactement la même chose. Et je pense que plus on attend, plus ça va coûter cher de revenir en arrière. Voilà. Et par contre, la modélisation qu'on a faite, là, elle nous a pris 6 mois. 6 mois. Bon, alors, le temps de mettre tout le monde d'accord, etc., c'est le village gaulois aussi, hein, d'accord, tout le monde veut. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Mais ça demande beaucoup de travail. Et imaginez, avec tous les exemples que je vous ai cités, vous multipliez par les 6 mois par tous les exemples que je vous ai cités, avec 4 ou 5 ingénieurs qui se réunissent de temps en temps. Voilà, je vous laisse imaginer. Une solution, parce qu'effectivement, une solution. Une solution qui me paraît moi, extrêmement intéressante, c'est que hier je vous ai parlé en fait de jumeaux numériques souverains, je vous ai parlé de souveraineté, je vous ai parlé de production de données, d'interopérabilité. Je voudrais prendre un bel exemple, et vous voyez, je prends une casquette, la casquette d'adjointe au maire de Saint-Quentin-sur-Lot, une petite commune de 1200 habitants. Vous imaginez qu'en termes de services techniques, etc., on n'est pas SNCF Réseau. Pour autant, vous voyez, un projet qui, pour moi, a du sens et qui associe l'IGN et le CEREMA, c'est le projet de jumeau numérique national et notamment c'est le géoportail sur l'accélération des zones de développement des énergies renouvelables. Qu'est-ce qui se passe? Cette solution, elle a un intérêt, c'est qu'elle est portée par l'État, donc qui donne effectivement une vision sur la façon dont on va effectivement planifier, recenser tout ce qui se passe en termes d'énergie renouvelable au niveau français. Donc ça part de l'État avec une volonté de co-construction avec l'ensemble des territoires. À la manœuvre, vous l'avez dit, on a la chance en France d'avoir l'IGN, le CEREMA, chez nous aussi. Donc on a la chance effectivement d'avoir des spécialistes, de quoi travailler de façon sérieuse et efficace. Donc, que s'est-il passé après dans la pratique? Les préfets de chaque département ont fait des réunions en visio
à destination de l'ensemble des maires des départements. C'est un truc très simple. Donc en fait, visio-préfecture qui nous dit voilà, eh bien, chaque commune, nous allons vous envoyer la carte IGN de votre commune, et puis on a déjà en fait représenté en couleur des zones qui pourraient être des zones de développement de photovoltaïque, d'éolien, de méthanisation, d'énergie renouvelable. On l'a déjà recensé, puis ce qu'on vous demande, c'est est-ce que la carte est bonne? Est-ce qu'on a oublié des projets? Est-ce que vous en avez, vous, dans vos cartons qu'on pourrait rajouter? Et ça, vous voyez, c'est des questions. Le maire d'une commune de 1200 habitants, au sein du conseil, on est capable de répondre à ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur ma commune? Mon maire m'a dit « Ah, ben, j'ai suivi la réunion, on a des zones, là, c'est bien, ils ont mis l'école, la mairie, la salle des fêtes, c'est bien parce qu'on voulait développer du photovoltaïque en culture, donc ça, c'était recensé. » Et il me dit « Mais par contre, on me pose la question si on peut en mettre ailleurs, qu'est-ce que je réponds ?» Alors là, il manquait un petit peu d'accompagnement, de formation à tous nos maires pour les aider là-dessus, mais très simplement, je lui dis « Écoute, on a des agriculteurs sur la commune, ils ont des grands bâtiments, des stabilisations, etc. Je pense qu'ils ont tous des projets. Il y en a certains qui ont déjà des trackers solaires, il y en a peut-être qui ont d'autres projets. On peut leur demander. Donc effectivement, le conseil municipal a fait le tour de la commune, on a demandé, on a recensé. Et en fait, sur la carte, donc on a ouvert le site IGN, on avait la carte de la commune, et ça, j'insiste là-dessus. Vous voyez, il ne faut pas demander au maire d'une commune d'être spécialiste de tout, mais en fait, utiliser une carte IGN, se repérer dessus, ça, il sait faire. Donc en fait, après mettre en couleur les endroits où on pouvait avoir des projets, il a su faire. On l'a fait remonter en préfecture, et vous voyez, en fait, on a tout simplement alimenté les choses. L'intérêt du truc, c'est qu'on a posé la bonne question à la bonne personne. On n'a pas dit à mon maire, faites-nous des calculs pour justement développer un jugement numérique. Non, on s'est appuyé sur les spécialistes. Donc en fait, aujourd'hui, pour réussir, il faut déjà qu'il y ait une commande au niveau de l'État, qui soit, hier Sophie nous l'a dit, mis en relation avec ce qui se passe au niveau de l'ensemble de l'Europe, parce que c'est extrêmement important. Et donc en fait, à partir de cette commande-là, le rôle aussi, c'est de ne pas avoir quelque chose de descendant de l'État en disant commune, ce sera comme ça, mais c'est de s'appuyer sur la force de toutes les données, de tout ce qui se vit sur le territoire, pour les remonter très simplement. Sur une commune, ça s'est fait au crayon à la main sur un truc. Au niveau du département, on a des services SIG, vous voyez, qui peuvent aussi remonter la donnée, mais après, ce qui est intéressant pour qu'on réussisse, c'est que tout ce qui est donc calcul, etc., tout ça, ça doit rester transparent pour certains interlocuteurs et pris en charge de façon, avec un niveau d'expertise, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en procédant comme ça, on bâtit en fait un outil qui est co-construit État collectivité, qui assure une souveraineté au niveau de notre pays, qui en plus s'appuie sur des compétences, et puis on est proche de la réponse de nos concitoyens. Quand vous allez voir un agriculteur, vous dites « Bon, tu as l'intention de mettre des panneaux sur ta stabulation, est-ce que tu es d'accord pour que je le mette sur la cartographie de l'État un projet potentiel ?» Il dit bah, « Oui, mets-le, parce que c'est vrai que j'ai mon fils qui va s'installer, on ne sait jamais s'il a envie de le faire, puis moi c'est quand même quelque chose auquel je pense. » Là, vous voyez, on est au plus proche de la demande, et en fait, on touche les concitoyens, tout en s'assurant une interopérabilité, parce qu'en fait, là, on assure une cohérence, une communauté autour de ce projet. Et je pense qu'il faut être très attentif à ça. Et ça permet à des territoires qui ont déjà avancé plus vite, qui ont développé des outils, de les réinjecter dans des projets plus globaux. Donc ça, c'est pour moi un projet extrêmement important, une façon de réussir. On en parle beaucoup au niveau du CNIJ, je regarde Pierre, et je pense que ça, c'est... Le CNIJ représente pour moi l'instance de gouvernance dans laquelle on peut porter auprès de l'État cette façon de faire. On va quand même entendre le point de vue du BRGM et de l'IGN. Oui, on est très acteurs de cette démarche. Effectivement, il y a un enjeu pour réussir sur ce qu'on a dit, à la fois de partager les données et de mutualiser les efforts. Et je pense que ça va plus loin que simplement mutualiser les données. Sur la partie mutualisation des données, on l'a vu, il
l'échelle des collectivités, avec les plateformes régionales. Il y a ces initiatives de co-construction effectivement, et d'accompagnement aux co-constructions. L'IGN a mis en place ce qu'on appelle une fabrique de la mobilité territoriale. Nos collègues du CRMA que j'aperçois ont aussi une démarche qui s'appelle la Fabrico, qui vise à accompagner, à dynamiser ces dynamiques. Mais on a aussi l'enjeu des fonctions plus techniques, on l'a vu du jumeau, on a parlé de modélisation tout à l'heure, de partage. Il y a des enjeux de partager aussi des simulations. Il y a beaucoup d'initiatives. En France déjà, le jumeau numérique des territoires, il y a un certain nombre de collectivités qui ont lancé des initiatives très intéressantes. Et souvent, ces initiatives sont sur un territoire, elles ne sont pas faciles à reproduire sur un autre territoire, à partager. Elles sont limitatives dans les cas de simulation traitée. Si on traite une inondation, on ne traite pas forcément, je ne sais pas quoi, l'artificialisation des sols ou des choses comme ça, donc il faut pouvoir étendre, déverrouiller. Donc on a lancé une initiative avec nos collègues du CRMA et de l'INRIA qui aujourd'hui mobilise une quinzaine de partenaires industriels, NASA, le Boîte Spatiale, Géophyte, qui sont partenaires, mais aussi d'acteurs publics comme le RGM, qui nous accompagnent dans cette démarche, essayer de poser un commun numérique, partager un socle technique ouvert avec un certain nombre de ressources techniques, des questions de modélisation, des questions d'interface de simulation, une sorte d'app store de la simulation qui favoriserait le fait de chacun, c'est pas pour remplacer ce qui existe déjà, c'est pour permettre à chaque initiative de s'enrichir facilement, de venir y trouver des ressources partagées dans ce socle technique pour étendre plus facilement ces démarches existantes et permettre à ceux qui n'ont pas démarré, vous parliez des petites communes, de se mettre le pied à l'étrier plus facilement, parce qu'ils trouveraient un peu des ressources d'un jumeau générique, on va dire, pour démarrer le processus, ce qui n'empêche pas après d'avoir des solutions plus avancées, industrielles, qui viendraient se plugger à ces interfaces. Donc c'est une réflexion et une architecture qui va démarrer. On a un dossier en instruction auprès du plan France 2030 qui devrait financer ces travaux sur 3 ans. Nos collègues du CRMA assurent le lien avec les démarches de l'Europe, justement pour essayer d'avoir des critères d'interopérabilité qui soient communs avec d'autres pays, parce que si on veut embarquer aussi des acteurs économiques, il faut qu'ils aient un potentiel de marché, de développement autour de ces solutions, et la possibilité de s'exporter à moins à l'échelle de l'Europe est un enjeu assez important. Donc voilà, pour essayer de favoriser et répondre à cette question de la complexité, on va essayer de poser ce commun numérique et de le partager avec l'ensemble des acteurs économiques et industriels et publics, et on est très intéressés avec des acteurs économiques comme la SNCF, d'ailleurs on est en discussion avec vous, qui ont déjà de l'avance sur un certain nombre de sujets, vous rentrent dans cette dynamique et viennent partager pour favoriser, si vous avez de l'avance sur un certain nombre de sujets, le fait de partager et de permettre à d'autres de suivre les mêmes principes, les mêmes règles, pour plus facilement faire école et que chacun y trouve les ressources dans cette démarche. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question sur comment on le fait, les propos précédents me font penser au fait que ce qui me semble important à un moment dans une démarche, c'est qu'elle soit fédératrice et qu'il y ait des acteurs qui soient légitimes. Et c'est le cas de l'IGN sur la question des communs. L'IGN est légitime sur l'information géographique. Et ça me fait penser à des initiatives anciennes. Là, je vais redescendre encore dans le sous-sol. Et puis vraiment le sous-sol des jumeaux numériques qui sont les données. Nous, il y a 15 ans à peu près, on a beaucoup travaillé pour créer des bases de données communes sur l'eau. Il y avait évidemment les données que nous, on génère par l'observation des nappes phréatiques et le réseau piézométrique, mais aussi toutes les données des agences de l'eau, des collectivités, des entreprises, etc. Et on a créé un grand système d'information qui s'appelle ADES, dans lequel vous pouvez tous trouver les données sur les eaux souterraines. Et les eaux de surface aussi, la qualité, la quantité, enfin toutes les données disponibles du public. Mais comment on a fait à l'époque ? D'abord, on était légitime pour porter ce projet-là, et ensuite on a pris notre bâton de pèlerin. Et on a fait le tour de France, des agences de l'eau, des collectivités, pour expliquer le projet, pour les embarquer, etc., pour créer un mouvement autour de cette mise en commun, de cette interopérabilité des données qui nous semblait indispensable. Aujourd'hui, on va plus loin, et c'est l'enjeu du projet qui vient d'être présenté, c'est d'aller ensuite dans la mise en commun des modèles. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment on les met ensemble pour créer des modèles. Et c'est vrai, je partage le constat qu'il y a beaucoup d'initiatives de jumeaux numériques un peu partout. On est même partie prenante d'un certain nombre d'initiatives avec d'autres partenaires sur les territoires, répondant aux souhaits des collectivités, de partage des données environnementales sur l'eau, des données sur la qualité de l'air, les sols, les eaux souterraines, et ça, tout ça. On y travaille à chaque fois. L'essentiel du travail, de se mettre d'accord sur l'interopérabilité
traçabilité des données, de voir comment on le fait fonctionner ensemble. Et à chaque fois, on trouve finalement des solutions, des standards, des protocoles un peu différents. Évidemment, sûrement, il est nécessaire d'avoir une démarche plus nationale, plus collective, plus européenne, sûrement, pour standardiser ces approches. Peut-être de façon plus pragmatique, par filière ou par type de métier. Enfin, on n'arrivera pas à avoir un jumeau numérique total qui adresse tous les enjeux. Il faut un peu regarder les différents enjeux qu'on adresse et voir comment on se met autour de la table pour se mettre d'accord sur ces standards. Mais je crois qu'il est important à la fois qu'il y ait ce commun et en même temps des acteurs légitimes pour porter cette démarche. Si vous me permettez, je vais rebondir encore une fois sur toute la question de la collaboration entre les acteurs, parce que pour moi, c'est la clé. Il faut qu'on réussisse à casser les différents silos dans lesquels les uns et les autres sont enfermés. Si on regarde les solutions qui sont possibles, en tout cas nous au Québec, ce qu'on envisage, en tout cas ce que nous on envisage, on verra si on est capable d'amener l'adhésion, parce que c'est toujours le défi. Mais il demeure que la vision, c'est de faire en sorte qu'on a un défi tous de monter en compétence des acteurs, que ce soit des acteurs publics ou privés, que ce soit des entrepreneurs, des mairies. On a un défi de monter en compétence par rapport à l'innovation, par rapport au fait qu'on doit changer nos façons de faire. Et ça, pour moi, c'est une opportunité, dans le sens où, une fois où on s'est entendu sur le fait que la situation actuelle ne peut plus continuer, avec tout ce qu'on vit au Québec, c'est le climat dans lequel nous sommes. Je ne vous ai même pas parlé, évidemment, de notre cher président américain qui met sur tout le monde, sur la planète au complet, un nouveau risque. Il y a un risque très important qui génère nécessairement, qui va devoir, la seule bénéfice qu'on en tire, c'est qu'on doit repenser notre économie. Il faut qu'on voit comment nous allons dorénavant travailler ensemble. Je pense à la collaboration France-Québec en particulier là-dedans, qui est historique et qui, pour moi, devrait faire partie nécessairement des solutions. Donc j'entends, oui, il faut absolument partager au niveau de l'Europe, mais moi, je me considère aussi européen. Et j'espère qu'on pourra effectivement partager avec les acteurs ici, parce que je voyais hier des éléments, je pense à Hydro-Québec, au niveau de ce qu'on est en train de travailler sur l'énergie solaire. Je voyais des endroits où il y a montré un exemple, où il y a déjà des outils qui existent pour permettre aux citoyens de mesurer leur capacité de captage solaire de leur maison. Mais là, on va investir combien, nous, au Québec, pour redévelopper ça, là, si on ne se parle pas? Comprenez-vous les impacts de ça? On va redévelopper à coups de millions des solutions qui sont déjà existantes. Alors que si on se partage, et si on se parle, et si on est ensemble pour discuter de ces enjeux-là, bien, on peut rendre les choses que la SNCF développe, peut-être que ça pourrait servir au ministère des Transports et de la Mobilité durable au Québec. Parce que les enjeux sont les mêmes, on le répète. On a les mêmes enjeux. Et en plus, on a un contexte économique à haut niveau qui fait en sorte que l'on n'a pas le choix que d'ouvrir des nouvelles pistes de collaboration, que d'ouvrir des nouveaux dialogues. Puis moi, je vous dis au Québec, en tout cas, la suite de la feuille de route gouvernementale, ce qu'on envisage dans les prochains mois, parce que la feuille de route, c'est 21-26, hein, donc c'est 31 mars 26 qu'elle se termine. Et il y a des écarts très importants dans l'adhésion à la feuille de route. C'est porté par un donneur d'ouvrage de la Société québécoise d'infrastructure avec un autre donneur d'ouvrage qui s'appelle le ministère des Transports et Mobilité durable. Mais dans le cas du ministère des Transports et Mobilité durable, qui sont co-porteurs, bien, le nombre de projets BIM qui s'est fait à ce ministère-là, je m'excuse, mais ils ne sont pas là. Ils n'ont pas encore commencé. Ça fait 4 ans qu'ils portent la feuille de route. Donc, il y a des défis d'adhésion par rapport à la réalité qui est différente quand on parle au niveau du génie civil, par rapport à l'environnement bâti. Il reste qu'à quelque part, on a une capacité de faire en sorte d'avancer ensemble. Puis la clé pour moi, pour nous là-dedans, il y a une des façons de faire qu'on puisse rejoindre pour ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, on pense à mettre en place ce qu'on appelle des carrefours collaboratifs de développement des infrastructures municipales. C'est-à-dire mettre en place dans chaque région du Québec des lieux qui vont permettre l'expérimentation, l'innovation, parce qu'il faut le faire vivre dans des projets concrets. Vous l'avez dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de projet d'initiative locale qui vont pouvoir monter vers le haut, plutôt qu'avoir toujours des approches top-down, bien là, il faut pouvoir permettre à ces initiatives-là de se vivre, d'expérimenter, de se donner le droit de prendre un risque. Ce que beaucoup d'organisations ne peuvent pas se permettre. Je viens de parler du ministère des Transports, c'est sa réalité. Ce ministère-là n'a pas de capacité de prise de risque pour expérimenter des nouvelles façons de faire. C'est très, très, très difficile. Le niveau de capacité n'est pas là. Donc, si on est capable de mettre en place des structures comme ça, des centres d'expertise qui vont permettre de faire vivre des projets, les expérimenter avec les nouveaux modes, puis il faut aussi ouvrir le dialogue, je vous le disais tout à l'heure.
sortir du dialogue de BIM ou de jumeaux numériques techniques, et parlons donc d'innovation, parlons donc de ce qu'on pourrait faire ensemble de différent pour inventer, pour créer ensemble des nouvelles façons de faire des projets. C'est suivant. Le débat est passionnant, mais l'heure tourne. et donc peut-être que je vais vous demander, c'est à chacun vraiment quelques mots de conclusion, quelques idées fortes que vous voudriez faire passer, puis on prendra aussi quelques questions dans la salle, donc on a un petit peu de temps. Des mots-clés pour réussir, s'il vous plaît. La Alors, collaboration, on l'a compris. Déjà, il y a un phénomène sur lequel je voudrais insister, c'est on peut rentrer dans le jumeau numérique sans passer par le BIM. D'accord. Donc ça veut dire que si vous ici, vous avez le jumeau numérique de cette pièce, par exemple, vous décidez de changer la façade, vous faites appel à un artisan et une entreprise de deux employés qui vont vous refaire la façade, vous n'allez pas lui demander de faire ça en BIM. C'est pas vrai. Par contre, vous allez lui demander juste le prix du matériau, quel matériau c'est, quel bois c'est, etc., comment il l'a fixé, etc. Et vous allez rentrer après. Ça y est, vous avez renseigné votre chemin numérique. C'est transparent, et c'est comme le Canada Dry, c'est du chemin numérique alors qu'il ne le sait pas. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, j'insiste, je reviens, puisque c'est le mot de la conclusion, j'ai pas oublié, sur le partage des structurations de données, d'accord, tout en sachant qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que la structuration de la donnée, c'est pas la donnée en elle-même. D'accord. Donc, le modèle conceptuel de données. Voilà, le modèle conceptuel de données, il peut être partagé, et pas forcément la donnée qui vient la remplir. Voilà. Donc, bon, après, il y a différentes manières de l'aborder, ça c'est un autre sujet, c'est trop technique, ça passe à la place ici. Mais voilà, c'est là-dessus que je veux... La structuration de la donnée. Ouais, la structuration de la donnée, c'est à mon avis la première clé pour ouvrir le partage. Et la connaissance, en fait, si on repart encore avant, c'est la connaissance, l'information sur la donnée, les métadonnées, les catalogages de données, on les connaît tous. C'est vrai que c'est déjà un point de départ important, parce que beaucoup de collectivités ne savent pas quelles sont leurs données géographiques et ne prennent même pas ne font pas l'effort d'avoir un SIG, ils n'ont pas les moyens financiers, mais c'est vrai que catalogage et structuration, modèle conceptuel de données. C'est jamais qu'une première clé, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine de continuer. Okay. Un autre mot-clé. Un autre mot-clé, je vous dirais, encore une fois, sur la donnée, parce que je trouve ça, c'est vraiment central. La donnée, pour nous, c'est l'énergie du 21e siècle. Il faut comprendre que la donnée est une énergie qu'on doit maîtriser, qu'on doit s'approprier. La gestion, l'intelligence de la gestion de la donnée, ce sont des concepts qui ont l'air des fois nébuleux, mais ça demeure fondamental. Si on n'est pas capable de se donner les moyens de la gérer, nous, avec l'intelligence pour le faire, ben c'est dommage, mais ça va être les grandes firmes qui sont déjà en train de contrôler cette donnée-là, qui nous rendent de plus en plus dépendants. Donc, il faut la démocratiser. Il faut démocratiser, la rendre moins, disons, ne pas fuir devant la donnée. Elle ne doit pas faire peur aujourd'hui. En 2025, elle ne doit plus faire peur. Tout à fait. Surtout, tu le dis, c'est la vulgarisation. Ouais. Et surtout, ça, je crois fondamentalement, vous avez dit quelque chose hier qui m'a beaucoup marqué, la bonne information à la bonne personne au bon moment. Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'on est capable de faire dans ce sens-là. Avec une personne, on est capable de faire bouger un gouvernement. Ne jamais l'oublier. Madame Level, un mot, ça va être compliqué. Merci, Madame. Un mot. Rappelez juste que tout usager est à la fois, en fait, consommateur de données et producteur de données. Donc, c'est notre force pour avancer. Merci beaucoup. J'ai dit beaucoup de mots de fin, mais entre coopération, données, mutualisation. Moi, j'insisterai sur la partie animation. On a dit qu'il faut partir un peu des initiatives. Dans la démarche de projet qu'on a mis en place, on vise effectivement à traiter des cas précis. On ne peut pas traiter toute l'envergure des cas d'usage. On a lancé un appel à commun à la TEC l'année dernière. Il y a eu plus de 200 répondants, que ce soit les collectivités, des acteurs industriels et même des acteurs de la recherche, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a un enjeu à pouvoir faciliter l'intégration des travaux de recherche au fil de l'eau, avoir des logiques un peu de bac à sable. Donc on va essayer de créer ces animations par petits groupes, regrouper ces gens volontaires qui auront des choses à apporter et d'essayer de construire ensemble de manière concrète en animant ces réflexions collectives autour de cas d'usage un peu précis. Merci. Pour compléter et pour finir cette conclusion, je reviendrai sur votre introduction, Jean-François, sur la confiance. Moi, je crois que la transparence inspire la confiance.
Et en fait, les jumeaux numériques donnent accès à la connaissance, à la donnée, et c'est une manière de construire cette confiance. La confiance, je pense que c'est un très bon mot pour la fin. On va peut-être, s'il y a des questions dans la salle, on va prendre une ou deux questions. Je vais descendre, passer le micro. Bonjour, Éric Talgotte, vice-président de la FIGEO pour le pôle entreprise. Moi, on vous entend très bien ce débat et on sent bien que les choses avancent, on sent bien que tout le monde a de la volonté. On a parlé de volonté, de technique, d'envie de travailler ensemble, d'envie de partager. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'argent, c'est les budgets. Et moi, je pense que pour que tout ça fonctionne, alors on a parlé aussi de légitimité, madame a parlé de légitimité. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans l'écosystème français, beaucoup de gens se sentent légitimes. Beaucoup de gens cherchent de l'argent, beaucoup de gens cherchent du budget. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi, le côté économique des choses, qui fait complètement partie de l'écosystème, sur lequel on ne parle pas assez, sur lequel on doit travailler. Sinon, toutes ces bonnes initiatives, toutes ces bonnes volontés ne fonctionneront pas. Voilà. Et donc, la question est de dire, et je vois autour de cette table, il y a la puissance publique. Les entreprises privées ne sont pas représentées, vous en parlez un petit peu, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, parce qu'on n'y arrivera pas si on ne redéfinit pas ensemble. Monsieur Gauthier a parlé d'un cercle de confiance entre le secteur privé et le secteur public. Moi, je trouve ça très très bien. Et si aussi nous, en France, on ne travaille pas là-dessus, toutes ces initiatives-là iront peut-être pas au bout. Il faut aussi trouver ces personnes légitimes et faire des arbitrages, et on n'en est pas encore tout à fait là aujourd'hui, en tout cas c'est mon point de vue. On va peut-être parler budget, arbitrage, si vous voulez, je vais vous donner un petit exemple. Par rapport à ce que j'ai dit au début d'échange avec les SNCF Réseau. Aujourd'hui, en fait, pour surveiller les 8000 km de route, j'ai des agents en fait, qui régulièrement parcourent les routes pour savoir où sont les nids de poules, etc. Et puis j'ai aussi des concitoyens qui feront monter dès qu'il y en a un. Donc vous imaginez un peu le temps que ça prend. Donc une personne nécessaire. Donc tant que les budgets ne sont pas contraints, si vous voulez, tout ça vit gentiment. Je le dis de façon très, très libre en tant qu'ingénieur qui, à un moment donné, décidé de faire de la politique pour essayer de bouger un peu les choses. Donc là, les questions aujourd'hui, ça y est, on est dans des budgets contraints, où en fait, je peux passer, en fin de commande, mon service des routes en disant, alors écoutez, déjà, on va faire la somme de toutes ces heures passées à me faire de la surveillance des ouvrages d'art, des routes, etc. Bon, comme ça, on va le chiffrer. Et puis après, on va se poser la question, parce que c'est les mêmes personnes qui font le parcours pour surveiller les nids de poules, qui sont dans la partie bureau d'études, qui me dessinent les évolutions de sécurisation de réseau, etc. Donc l'enjeu, c'est que demain, cette surveillance, elle se fasse peut-être tout simplement en mettant des capteurs sur tous les véhicules qui circulent sur les routes pour pouvoir me les repérer, ces fameux nids de poules, les inventorier, me faire mon plan de maintenance. Donc en fait, de la contrainte budgétaire, vous voyez, finalement, on est des arbitrages qui fait que ça nous relibère des fonds pour pouvoir justement travailler ensemble sur le développement de solutions. Mais vous avez raison de dire que dans une période où il n'y avait pas forcément cette vision, une vision que l'on a en entreprise privée. Vous imaginez que je vis dans deux espaces-temps en permanence, entre une activité privée et puis un rôle d'élu. Donc aujourd'hui, les deux commencent à se rejoindre. Et donc, on arrive à une commande. En 2025, c'était timide. 2026, on va rentrer un peu dans le dur. Donc, je pense que 2027, vous aurez des commandes. Pardon. Je veux bien apporter un complément. La FIGEO a fait une très belle étude que tu connais bien, économique, sur le secteur de la géographie numérique et en particulier sur les jumeaux numériques. Et si on transpose le tendanciel mondial au sujet particulier des jumeaux, à la France et à l'Europe, cette étude elle montre que d'ici 2032, le marché potentiel en France économique du jumeau numérique, c'est 6,2 milliards d'euros. Et en Europe, ça serait près de 60 milliards d'euros dans le même intervalle, 2032.
Donc je pense que sur les aspects économiques, il faut avoir le même pragmatisme que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, avec les enjeux de mutualisation, de collaboration, etc. Aujourd'hui, on sollicite la puissance publique sur le projet que j'ai évoqué tout à l'heure, le plan France 2030, comme un crédit d'amorçage. Probablement que l'État va mettre une aide au démarrage de ce truc-là, mais il faut que très vite, on montre qu'avec cette aide initiale, il y a une dynamique économique qui se met en place. Et c'est parce que cette dynamique économique, et donc il faut avoir le souci du modèle économique associé à ce qu'on met en place, va se mettre en place, qu'on pourra, et le cas échéant, revenir voir la puissance publique et dire, vous voyez, ça marche, ça se développe, il se passe des choses, donc aidez-nous à avancer plus vite, à remettre un ticket, mais il faut trouver cette synergie entre la sollicitation de la puissance publique et la dynamique économique qu'on est capable de mettre en place, sinon ça ne se fera pas. C'est des vœux pieux. Ben, sur l'aspect économique, je trouve ça excessivement important ce qui vient d'être mentionné parce que, je vous disais tout à l'heure, faire vivre l'innovation. Quand on choisit des projets d'innovation qu'on va faire vivre, il faut identifier des projets qui vont avoir le maximum d'impact au niveau économique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le coût de ne rien faire, par ailleurs. Parce que vous le savez comme moi, ça a un coût et ça va coûter de plus en plus cher. On le voit présentement, on est rendu à un modèle dans lequel on ne peut plus supporter l'augmentation des coûts. Mais il reste qu'une fois qu'on se donne cette capacité-là d'expérimenter des projets qui vont démontrer que les économies sont à la clé, parce qu'ils vont coûter beaucoup moins cher. Quand on met le modèle puis que le gouvernement dit « voici le prix plafond », et aidez-nous à concevoir le meilleur projet, et en plus, vous allez en devenir aussi responsable de l'entretien de l'actif dans le temps. Ça change la donne un petit peu. Je peux vous dire que les systèmes de chauffage qui pètent après 2 ans, dans les écoles, il n'y en aura plus. C'est terminé. Alors que c'est ce qui se fait présentement parce qu'on incite la non-qualité au moment de la construction. On finance largement le fait que ça coûte le moins cher possible au moment de la construction et on ne s'occupe pas assez de l'entretien et de l'exploitation de l'actif dans le temps. Donc, on se ramène avec des problèmes de plus en plus importants sur la gestion d'entretien de nos actifs. Oui, quelques éléments rapides aussi. Moi, je crois qu'il y a 2 dimensions. La première, c'est ce que vous évoquez, c'est que les jumeaux numériques, en tout cas s'agissant de ceux sur lesquels on travaille, sur les jumeaux numériques de territoire, etc., aident à démontrer, dans le cas de scénarios extrêmes, l'impact qu'il peut y avoir sur le territoire et donc le coût de l'inaction. C'est comme ça aussi que la puissance publique accompagne ce type d'initiative, de connaissances sur quelles sont les bonnes décisions à prendre pour faire face aux risques qui augmentent. D'une part, et d'autre part, en tout cas nous concernant, on commence à travailler avec des industriels, puisque les industriels se sont beaucoup emparés des jumeaux numériques pour leurs activités. Et s'agissant du sous-sol, sur les activités de géothermie, de stockage de CO2, sont des choses qui se développent à grande vitesse et pour lesquelles il y a des réels besoins industriels de développer ce type de modèle de connaissance du sous-sol. Merci beaucoup. Alors, moi qui ai une dernière question dans la salle, ce sera la dernière. Parce qu'on a déjà dépassé l'heure. C'est tellement passionnant. Ah bah, vous n'avez pas encore trop faim. Thank you. My name is Professor Scholt and I'm from the Netherlands. I'm a relative outsider, even an old one, starting with GIS 40 years ago. What I liked very much of your discussion is, of course, the content. At the same moment, I have to tell you that I was amazed to see how much is available in France. We were able to develop your digital twin based on your open data, based on the fact that you're following standards who are agreed with the OGC and the European Commission. So in my opinion, there's already so much available in France. And what's lacking is, of course, education. Because you need people who are educated to work with it and are educated to work together. And that starts with the young people at the university. We heard an excellent example of that. You have to go with stimulating that. And the difficulty is, of course, the elderly people like myself. How can you educate them that they're using all the data available? And how can you educate them to cooperate? It's not easy, but you made an excellent example. So, congratulations. Thank you very much. Donc on a les félicitations, hein, bien sûr, parce que la France est un modèle pour ce monsieur qui constate qu'on sait quand même travailler ensemble.
qu'il y a un souci, d'après ce que j'ai compris, de mise à jour de données avec des générations qui ont moins l'habitude de construire et qui ont plus l'habitude de consommer, si j'ai bien compris. Voilà. Donc là, effectivement, c'est plus un compliment. Mais si quelqu'un veut répondre. Oui, merci. Alors je réponds en français, si vous me permettez. Voilà, c'est traduit derrière. Merci déjà pour le compliment. Faut s'inspirer de ce qui se passe à Lorient, à l'ENCBS, l'École nationale supérieure de Bretagne Sud. Ils ont développé un pôle jumeau numérique. Et donc c'est plusieurs professeurs spécialisés dans la technique, etc. Plus une personne très importante qui est psychologue du travail. Psychologue du travail. Et qui se dit simplement, mais comment on fait? Ok, vous faites un truc super stratosphérique, avec des datas, des lignes de programme dans tous les sens, etc. Comment on fait pour l'aborder pour n'importe qui? Voilà. Et nous, quand on a développé je vous ai montré tout à l'heure un escargot, là, on appelle ça l'escargot. Mes collègues ont horreur de cette appellation-là, parce que forcément, quand on fait le TGV, on n'aime pas parler d'escargot. Mais en fait, cet escargot-là, on l'a développé en interne pour montrer quel est le cycle de vie d'un asset et comment on accompagne ce cycle de vie d'une manière numérique. Voilà, c'est une des clés, par exemple, pour initier le concept, de manière conceptuelle, le jumeau numérique. Ensuite, j'insiste bien, monsieur a tout à fait raison d'en parler. Il faut désacraliser le côté technique, il faut casser le côté technique. Ça, c'est le domaine des ingénieurs, on s'en démerde, pardonnez-moi du terme, mais c'est notre business. À nous de faire en sorte que ce soit très accessible. Ça ne l'est pas encore et c'est loin d'être une partie très simple à faire. J'aimerais peut-être une question de fin. Est-ce que vous croyez en l'avenir de l'information géographique française collaborative? Oui. Si vous êtes d'accord avec ça, levez la main. Bon, c'est bon, on a gagné. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Merci à tous.